Dans un restaurant chic de Manhattan, un investisseur arrogant croit tout contrôler jusqu'à ce qu'une serveuse invisible décide de reprendre sa voix et son pouvoir. Ce soir, l'arrogance va rencontrer la force tranquille et une leçon que personne n'oubliera sera donnée. Découvrez comment un simple mot peut changer le destin. Il regarda son badge, puis ses chaussures usées, un sourire méprisant sur les lèvres. Pour Ethan Monroe, la serveuse devant lui n'était pas une personne, mais le décor de son théâtre de supériorité. Il croyait qu'en commandant dans un ancien dialecte provençal, il pourrait la réduire à rien aux yeux de sa fiancée. Il se croyait intouchable. Il se trompait. Il ne savait pas que la femme qui portait son verre de vin n'était pas qu'une simple serveuse. Et les mots qu'elle allait prononcer allaient non seulement faire taire la salle, mais aussi bouleverser son monde. C'est l'histoire de l'arrogance qui se noie dans son propre poison. Dans le lounge Belmont, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, l'air sentait le Bordeaux vieilli, le risotto au safran et la richesse héritée. Pour Isabelle Carter, cela sentait surtout le désespoir. Tirant sur le col de sa chemise blanche trop serrée, elle se rappelait qu'elle avait acheté cette tenue 1 an auparavant, pensant que ce travail serait temporaire. Il était 20h47 un jeudi, et le service du soir atteignait son apogée. Des rires coûteux ponctuaient le tintement des verres. Table 3 a besoin de son plat préparé devant eux. Table 5 se plaint que les copeaux de truffes sont trop fins. « Bouge, Carter, bouge !» criait Victor Lane, le responsable de salle, un homme convaincu que toute hésitation était un péché. Isabelle leva un plateau de flûte de champagne, ignorant la douleur dans ses talons et son dos. Elle avait été debout 11 heures. Ses chaussures bon marché commençaient à se fendre, laissant entrer l'humidité. À 28 ans, Isabelle était invisible pour les clients du Belmont. La main qui servait, la voix qui annonçait le menu, le corps qui absorbait les condescendances sans broncher. Ils ignoraient la petite cicatrice sur sa tempe, souvenir d'un évanouissement dû à la fatigue. 2 ans auparavant, Isabelle était candidate au doctorat en linguistique à l'université de Riverton, sélectionnée pour une prestigieuse bourse internationale, jusqu'au jour où l'état de santé de son père bouleversa tout. Les frais médicaux dévorèrent sa bourse, ses économies et son avenir. Maintenant, elle portait un nœud papillon et répondait aux hommes qui n'avaient jamais ouvert un livre, sauf pour y chercher des conseils financiers. Elle s'approcha de la table, c'est avec le sourire étudié qu'elle avait perfectionné, chaleureux pour paraître sincère, distant pour rester oubliable. Le couple devant elle respirait la richesse sans effort. La femme, blonde et élégante, portait des boucles d'oreilles rubis, tandis que l'homme, aux traits marqués et impeccablement vêtu, avait l'air d'un homme qui n'avait jamais entendu nom. Ethan Monroe. Elle avait entendu un adolescent murmurer son nom plus tôt, comme un type de fonds d'investissement, des milliards. Isabelle posa les menus avec précision, observant les yeux d'Ethan passer de son badge à ses chaussures en moins de 3 secondes, pesant son jugement comme un objet tangible. « Bonsoir, commença-t-elle, sa voix neutre mais tranchante. Bienvenue au lounge Belmont. Puis-je vous proposer notre sélection du soir ?» Ethan l'interrompit, parlant dans un dialecte ancien que personne n'utilisait depuis des siècles. Tous se figèrent, clients, serveurs, chefs en cuisine. Ethan attendait qu'elle se trompe. Mais quelque chose se brisa en Isabelle. La partie d'elle qui avait étudié la linguistique, corrigé des professeurs, débattu dans plusieurs langues, se réveilla. Pour la première fois depuis des années, elle décida de ne plus être invisible. Elle regarda Ethan Monroe et parla avec la voix de celle qu'elle avait été autrefois. 2 ans plus tôt, elle avait reçu la bourse maison de Riverton, une chance unique de contribuer à la recherche linguistique. Mais le destin avait changé la donne. Le père d'Isabelle avait fait un AVC et tous les fonds furent détournés pour ses soins médicaux. Entre thérapie, médicaments et soins, elle avait vécu chaque humiliation, gagnant juste assez pour survivre. Mais maintenant, dans ce lounge, elle allait montrer au monde que personne ne pouvait réduire sa valeur à sa place dans la hiérarchie sociale. Samuel pourrait enfin guérir, au lieu de simplement exister. Autrefois linguiste et brillante universitaire, il avait compris que les mots avaient un pouvoir immense. Aujourd'hui, elle errait presque comme un fantôme, un sourire poli masquant une fatigue profonde. Elle avait oublié ce que c'était d'être vue autrement que comme une simple serveuse, jusqu'à ce que la table 7 change tout. Maxime, le responsable, intercepta Léa près de la cuisine, le visage crispé par l'inquiétude particulière que provoquent les clients très exigeants. « Table 7, dit-il en ajustant sa cravate, « occupe-toi d'eux personnellement. » « Aucune erreur. »« Compris, » répondit Léa,
alors que ses pieds hurlaient déjà de fatigue. Ce ne sont pas des touristes en vacances. C'est de l'argent, pur et simple. À l'entrée, un homme aux cheveux noirs, élégant dans un costume sur mesure, confia son manteau au voiturier. À ses côtés, une femme blonde vêtue de soie rose, qui semblait mal à l'aise malgré l'apparence de calme. Léa, concentrée, s'approcha avec son sourire professionnel. À côté, son collègue Hugo lui lança un regard compatissant. Bonne chance, ce client a déjà fait des remarques très sévères sur le vin le mois dernier. L'homme s'installa avec une confiance tranquille, exigeant un service parfait. Il n'accepta aucun conseil, parla de manière pointue et précise, comme pour tester Léa. Mais elle n'était pas intimidée. Chaque mot qu'elle prononça était mesuré, chaque réponse réfléchie. Elle transforma ce qui semblait être une attaque en une leçon de respect et de maîtrise, utilisant ses connaissances linguistiques et son calme pour reprendre le contrôle de la situation. À la fin du dîner, l'homme se tut, impressionné, tandis que Léa gardait sa posture impeccable. Elle avait affronté l'arrogance et la richesse avec intelligence et dignité. La salle reprit son souffle, consciente d'avoir été témoin de quelque chose de rare. La force tranquille d'une personne qui refuse de se laisser écraser, peu importe la puissance en face. Imaginez cette scène. Dans un restaurant chic, une cliente, Élise, revient à sa table avec l'addition. Soudain, Julien, un homme imposant, arrache le reçu de ses mains sans même lever les yeux et sort sa carte de crédit pour payer. Il signe de manière brusque et se lève, créant une tension palpable. Élise se lève doucement, rassemblant son sac, quand Julien s'immobilise. Son visage passe de la confusion à la colère. « Ma carte! Où est ma carte ?» hurle-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Tous les clients se tournent vers eux. À ce moment, Aïcha, serveuse attentive, lui répond calmement. « Monsieur, je l'ai mise dans le porte-reçu, elle est là. » Mais Julien, emporté par sa fureur, l'accuse d'un ton menaçant. Il exige qu'on fouille ses poches et qu'on appelle la police. La tension monte. Les collègues d'Aïcha sont figés, la peur se lit sur leur visage. Mais alors, une voix calme et autoritaire coupe le chaos. Tout se tourne vers Maximilien Rousseau, un homme élégant, argenté, vêtu d'un costume impeccable. Son allure imposante fait reculer naturellement les autres clients. « Ça ne sera pas nécessaire », dit-il avec assurance. Sa présence calme instantanément la salle. Il s'adresse à Julien. « Vous êtes sûr qu'une carte a été volée? Avez-vous vérifié vos propres poches ?» Julien, embarrassé, fouille à nouveau et retrouve sa carte dans sa poche intérieure. Tout le monde souffle. Maximilien continue, avec un ton glacial. « Accuser publiquement une employée pour un malentendu, juste parce qu'elle vous a parlé comme un égal, ce comportement est inacceptable. » Rouge de honte, Julien comprend son erreur. Maximilien conclut. « Vous allez présenter vos excuses à cette jeune femme et quitter immédiatement mon établissement. » Élise, soulagée, place discrètement sa bague sur la table et sort, tandis que Julien reste figé, réalisant l'ampleur de sa faute. Dans le calme retrouvé, Maximilien reprend son repas comme si rien ne s'était passé, rappelant que le respect et l'intégrité restent toujours essentiels, même dans les situations les plus tendues. Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire de Clara, une jeune chercheuse brillante, et de son père, Samuel Loren, confronté à des épreuves qui auraient pu les briser. Tout commence dans un restaurant chic, où Clara assiste à une scène tendue entre un investisseur arrogant et une collègue. Face à la pression et à l'humiliation, elle observe calmement, prête à intervenir avec courage et discernement. Plus tard, Clara reçoit une invitation inattendue de Maximilien Rodet, fondateur d'une grande fondation culturelle. Il lui propose un poste prestigieux au sein de l'Institut Rodet pour la préservation des langues, lui offrant la chance de protéger des langues menacées et de valoriser l'identité culturelle, tout en assurant les soins spécialisés de son père. La proposition est plus qu'un travail. C'est une mission qui combine passion, justice et humanité. Clara accepte, et au fil des mois, elle transforme la vie de son père. Samuel progresse dans sa rééducation, retrouvant la parole et la force de s'exprimer pleinement. Clara, désormais respectée et entendue, devient un symbole de résilience et de courage. Elle se souvient de toutes les voix qu'elle a rencontrées, de celles qui l'ont soutenue et de celles qu'elle a inspirées, et comprend que chaque mot a un pouvoir immense, celui de libérer, de construire et de faire reconnaître la vérité. Cette histoire nous rappelle que même face à l'injustice, à l'oubli ou à l'humiliation, la persévérance et la voix de chacun peuvent changer le monde. Le lendemain matin,
Le soleil filtrait à peine à travers les persiennes du petit appartement de Clara. Le silence régnait, interrompu seulement par le tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Samuel Lorraine était assis dans son fauteuil, le regard perdu, les mains tremblantes, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux fatigués. Clara entra avec 2 tasses de thé fumant, la démarche assurée, malgré la fatigue des nuits à veiller sur son père. « Papa » dit-elle doucement, posant une tasse devant lui. « Tu te souviens de ce que Maximilien a dit hier soir? Tu peux le faire. Je sais que tu peux. » Samuel fixa le liquide dans sa tasse, comme si le thé pouvait contenir la force qui lui manquait. « Clara, et si j'échoue encore? Si mes mots restent coincés dans ma gorge ?» Clara s'agenouilla devant lui, posant une main sur la sienne. « Chaque pas compte, papa. Même un mot, même un souffle. Tu es plus fort que tu ne crois. » Cette conversation n'était pas nouvelle, mais hier soir au Belmont, en voyant Isabelle reprendre le contrôle de la situation, Clara avait compris quelque chose de vital. Le respect et la dignité ne se négocient pas. Ce qu'elle avait vu en Isabelle, ou Léa, l'avait frappée. La force tranquille, le courage silencieux et la maîtrise de soi avaient éveillé en elle un désir intense de ne plus jamais laisser l'injustice dicter la vie de son père, ni la sienne. Quelques jours plus tard, Clara franchit les portes de l'Institut Rodet. L'immense hall d'entrée sentait le bois poli et les livres anciens. Maximilien Rodet l'attendait, impeccable dans son costume gris anthracite, les mains croisées derrière le dos. Il l'accueillit avec un sourire qui mêlait bienveillance et autorité. « Bienvenue, Clara. Je suis heureux que vous ayez accepté. L'Institut a besoin de personnes capables de comprendre que la préservation des langues n'est pas seulement une question académique. C'est une question d'humanité, de mémoire et de justice. » Clara sentit son cœur battre plus fort. Chaque mot résonnait comme une promesse et un défi. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, monsieur Rodet. »« Très bien. » Maximilien l'entraîna à travers des couloirs tapissés de cartes anciennes, de manuscrits et d'artefacts linguistiques. « Votre première mission sera de travailler sur les langues en voie de disparition. Certaines d'entre elles n'ont plus qu'1 ou 2 locuteurs. Vous devrez enregistrer, transcrire et créer des programmes de revitalisation. Votre travail changera des vies, et pas seulement celles des locuteurs originels. » Clara acquiesça, consciente que chaque mot qu'elle aiderait à sauver aurait un impact sur l'histoire et l'identité de communautés entières. Mais son esprit revenait constamment à Samuel. Ses soins médicaux, ses séances de rééducation, ses moments de frustration et de découragement. Tout devait s'aligner pour que son père retrouve sa voix, tout comme elle avait retrouvé la sienne au Belmont. Dans les semaines qui suivirent, Clara passa ses journées à l'Institut, apprenant à naviguer entre les archives numériques et les enregistrements audio anciens. Elle se plongea dans des dialectes rares, des langues oubliées, certaines si complexes qu'elles semblaient presque impossibles à maîtriser. Mais chaque progrès, chaque mot correctement transcrit, chaque phonème enregistré était une victoire. Une victoire pour elle, pour son père et pour ceux dont les voix risquaient de disparaître à jamais. Pendant ce temps, Samuel progressait lentement. Les premières semaines furent les plus difficiles. Ses muscles faciaux refusaient de répondre, ses mains tremblaient au moment de prendre un stylo. Mais Clara était inlassable. Elle lui lisait des textes, lui répétait des phrases, le forçait à répéter jusqu'à ce que sa voix tremble, puis se renforce. Un soir, alors qu'ils s'asseyaient ensemble pour le dîner, Samuel prit la main de sa fille. « Clara, je crois que je peux le faire. Je peux parler. » Clara sentit une émotion immense la submerger. Tout le stress, la fatigue et les inquiétudes se transformèrent en une certitude. Ils avaient traversé l'adversité ensemble et aucun obstacle ne pourrait plus les écraser. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Un soir, au Belmont, Isabelle fut confrontée à une situation encore plus délicate. Cette fois, un critique gastronomique renommé, réputé pour son arrogance et ses jugements tranchants, s'installa à sa table. Il testait tout, le service, la présentation, le vocabulaire, le moindre détail. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Elle se souvenait de son ancienne vie, de ses rêves perdus et de la promesse qu'elle s'était faite, ne plus jamais être invisible. Le critique parla dans un mélange d'anciens dialectes et de références obscures, pensant la déstabiliser. Mais Isabelle répondit calmement, corrigeant les erreurs subtiles qu'il glissait, tout en expliquant avec éloquence les subtilités de la langue et de la culture gastronomique. La salle entière se tut. L'homme, d'abord arrogant et sûr de lui, se redressa, impressionné. « Je n'avais jamais rencontré quelqu'un capable de... » murmura-t-il,
laissant la phrase en suspens, trop impressionnée pour continuer. Isabelle sourit, un sourire qui n'était pas seulement professionnel, mais personnel, comme une libération de toutes les frustrations accumulées au fil des années. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, mais un rappel à tous ceux qui osaient réduire autrui à sa position ou son apparence. Le respect et le savoir ne peuvent pas être intimidés. Au même moment, Clara faisait face à un autre défi. L'Institut Rodé avait reçu un projet urgent, documenter une langue presque éteinte dans une région reculée d'Europe de l'Est. Les locuteurs étaient âgés, les archives rares, et le temps comptait. Clara partit seule, équipée de son enregistreur, de carnets et de courage. Chaque interaction avec ces derniers locuteurs fut une leçon d'humilité et de patience. Les histoires qu'ils racontaient n'étaient pas que des mots, c'étaient des vies, des mémoires, des identités. Elle revint quelques semaines plus tard, épuisée mais triomphante, avec des heures d'enregistrement et des transcriptions précises. Chaque mot sauvé était un triomphe sur l'oubli et le silence. Samuel, désormais capable de s'exprimer avec plus de clarté et de force, l'accueillit avec des larmes aux yeux. « Regarde ce que nous avons accompli, Clara. Regarde !» Et elle comprit que chaque bataille, qu'elle soit au Belmont, à l'Institut ou dans le cœur de sa propre famille, avait une même leçon. La voix de chacun compte, peu importe sa position, sa richesse ou son âge. Les mots ont un pouvoir, et ceux qui les utilisent avec courage peuvent changer le monde. Le destin de Clara, Samuel et Isabelle était désormais lié par un fil invisible, celui du respect, de la persévérance et de la dignité. Et même si l'avenir restait incertain, ils savaient qu'aucune arrogance, aucune injustice, aucune difficulté ne pourrait jamais les faire taire.